Le panafricanisme, c'est un mouvement de libération qui est né dans la diaspora, plus précisément en Haïti, et qui va ensuite revenir sur le continent africain lors du XXe siècle, dans le cadre des guerres et des mouvements de libération contre la colonisation. Il va également épouser le projet d'unité africaine au tournant des années 60 avec la figure de Kwame Nkrumah, qui reprend l'héritage et de Marcus Garvey et de William Du Bois. Il est béninois de mère martiniquaise. Écrivain et historien, il est militant panafricaniste, le confirme bien son œuvre communément appelée la Bible du panafricanisme. Il est intitulé Africa Unite, une histoire du panafricanisme sorti en 2014. En 2014, j'ai écrit cet ouvrage Africa Unite, une histoire du panafricanisme, mais qui effectivement est un ouvrage qui permet en 300 pages d'avoir une vision, une compréhension de l'histoire, des enjeux et des figures principales du panafricanisme. Donc cette histoire, elle est longue, elle est parsemée d'obstacles, elle connaît des avancées et des reculs. Et donc lorsque vous lisez mon ouvrage Africa Unite, une histoire du panafricanisme, vous en avez les principales étapes, vous comprenez les principales intrigues, et surtout cela vous permet de mieux comprendre pourquoi aujourd'hui l'Afrique peine précisément à construire son unité. Parce que cette unité, certes, elle est désirée par des millions d'Africains, mais il y a également beaucoup de personnes qui n'ont pas d'intérêt à voir l'Afrique s'unir. Un mouvement politique qui arrive à point nommé à en juger la niche que constitue l'Afrique face aux grandes puissances internationales. Et c'est à travers un déjeuner-débat au sein du Centre de culture Akanga, Sisa Oganda à Porto Novo, que les langues se déchaînèrent. La frontière du Nigeria jusqu'au Ghana, c'est le peuple Adja. Le peuple Adja, il pense Ifa, il pense Ogu, Orisha. C'est le même peuple. Mais dès lors vous dites Togo, Bénin, c'est fini. Vous perdez tout ça. Oh, mais tout ça, c'est la même chose. Mais pourquoi vous voulez pas les penser à partir de là? Penser à partir de leur langue, au lieu de penser à partir du français, de l'anglais ou du portugais. Les différentes puissances impérialistes ou autres, les États qui n'ont aucun intérêt à ce que l'Afrique devienne à son tour une puissance, pour quelque raison que ce soit, ben, je pense que ces puissances-là, financières, industrielles, monopoles de ci ou de ça, etc., et les chefs d'État, enfin, ces États-là, mettront également tout en œuvre pour noyauter les tentatives velléitaires des Africains. Qu'est-ce qui s'est passé? Toutes les structures de recherche en archéologie, en anthropologie, tout ça, ont été parasitées et la plupart des organisations mises en place dans cette région-là ont disparu. Le panafricanisme est perçu comme un projet pouvant permettre aux Africains de vivre décemment. Et à en voir les enjeux autour, l'écrivain appelle les jeunes à un éveil de conscience poussé du vrai panafricanisme à celui du panafricanisme frelaté. Ce que la jeunesse doit comprendre en lisant cet ouvrage et en s'intéressant au panafricanisme, c'est que tout passe par l'éducation et la formation. Si on ne connaît pas son histoire, si on ne sait pas d'où on vient, on ne saura jamais où on va. Et cette histoire, elle est pleine de pièges, elle est pleine de portes qui sont des impasses, et elle nécessite de connaître les expériences de ceux qui nous ont précédés. Les Kwame Nkrumah, les Thomas Sankara, les Patrice Lumumba, les Amilcar Cabral, les Myriam Makeba, les Malcolm X, au-delà des noms que l'on présente comme ça ou que l'on jette dans les manifestations, il est important de connaître leurs idées. En lisant si possible cet ouvrage, qui encore une fois est écrit de manière assez simple, les chapitres sont assez courts, le langage est à la portée de tout le monde, et l'intérêt est qu'ensuite d'autres personnes proposent des études, des analyses plus développées sur certains passages de cette histoire du panafricanisme. Le dernier élément, c'est qu'évidemment, il faut s'engager. Il ne suffit pas de lire ou de connaître l'histoire, il faut également participer aux changements historiques qui sont en cours actuellement et qui ont toujours marqué le continent africain. Un débat qui ne laissa point indifférents les participants. Son exposé était particulièrement intéressant dans la mesure où l'approche panafricaniste qu'il présente, elle est différente de ce que
plusieurs, voilà, soi-disant panafricanistes, nous présentent à travers les réseaux sociaux. Il a synthétisé toute l'histoire du panafricanisme depuis sa naissance en Afrique, aux Antilles, retour en Afrique, les différentes périodes du panafricanisme et surtout son application politique avec l'entrée en politique d'un des grands panafricanistes, Kwame Nkrumah. À écouter donc une telle conférence, c'est à souhaiter que toute la jeunesse africaine ait accès à l'information sur l'histoire du panafricanisme et puisse, n'est-ce pas, se l'approprier en vue de passer à l'action. Donc on ne pouvait qu'être heureux justement d'avoir participé à cette réunion-là, d'avoir été présent, d'avoir eu cette opportunité-là de l'écouter. Et il a fait un véritable cours magistral sur le panafricanisme. Et j'aurais aimé justement qu'il puisse continuer à faire ce type de conférence ici au Bénin, surtout auprès de notre jeunesse. Donc nous informons les amis du Centre Akanga et tout le public béninois. Nous leur demandons de rester à l'écoute. Ils auront bientôt la programmation des prochaines conférences du Centre Akanga. Quant à la multiplicité des mouvements panafricains, devrait-on alors, de ce constat, l'organiser en urgence par courant idéologique, par organisation politique, ou cercles transversaux? Le débat reste toujours d'actualité.